Bonsoir à tous. Si vous voulez bien, oui, on va commencer donc ce nouveau conseil municipal du 8 novembre 2022. Comme traditionnellement, nous allons faire l'appel des présents ou des représentés. Donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, François Edouin, il va arriver, je présume, Fabienne Parpaillon, Arnaud Charpentier, Olivia Bertrand, elle devrait nous rejoindre, Denis Lesage, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Annie Sorin, Francis Vrignot, Jean-Philippe Charrier, Francis Villemot, Jean-Marc Boitel, Géraldine Libessart, Anne Loriot-Vettorazzo, je pense qu'elle devrait nous rejoindre également, elle doit travailler encore, Annabella D'Acosta, Karine Pasto, Marie-Laure Chaumont. Donc Marie-Laure est absente, elle a donné un pouvoir à Yveline Thibault. Julien Gouriou, Jennifer Mako, elle devrait nous rejoindre, je présume. Julia Guilloton serait également légèrement en retard. Kevin Bonneau, présent. Martine Sosso a donné pouvoir à Arnaud Bouget. Jean-Luc Pip, Arnaud Bouget, Cyril Larieux, Audrey Gentrot et Nathalie. Décidément, je crois qu'avec ce micro, on va avoir des problèmes ce soir. Bien, le quorum donc est... Oui, François est arrivé. Le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir désigner le secrétaire de séance. Je propose Kevin Bonneau, donc comme secrétaire de séance. Merci. Dans les quelques informations diverses que j'ai à proposer, c'est donc bien évidemment à partir de demain la rencontre auprès des Luçonnais que nous allons faire. Donc demain, mercredi 9, ensuite jeudi 10, et puis mardi 15 et mercredi 16. Nous irons donc à la rencontre des Luçonnais entre 10h et midi dans les rues de Luçon. Donc quelques Luçonnais nous ont déjà interpellés, c'est très bien, on va aller à leur rencontre. Et puis ensuite, de 16h à 18h l'après-midi. Et en fin de soirée, bien évidemment, réunion publique, soit à l'espace Plaisance ou à la salle des fêtes, en fonction des lieux dans lesquels les quartiers ont été définis. Ces réunions publiques sont importantes, ça nous permet de faire un point de situation donc, de l'année écoulée et surtout de l'année à venir. On fera essentiellement cette réunion sera axée essentiellement sur les investissements de l'année prochaine 2023 et sur bien évidemment tout ce que l'on va faire au cours de l'année dans le cadre de l'animation du fonctionnement donc sur la ville de Luçon. Nous aborderons plutôt l'année prochaine en bilan demi-mandat donc ce que l'on a réalisé par rapport au projet de mandat que nous menons aujourd'hui. Projet de mandat dans lequel on peut se féliciter parce que Petite Ville de demain s'inscrit complètement dans ce qu'on avait prévu, dans notre projet de mandat. Il est le fil rouge de la Petite Ville de demain dans laquelle on s'est inscrit. Et c'est tout naturellement que ce soir, on va avoir le plaisir de vous présenter dans quelques minutes un exposé qui va être fait par Stéphanie Mullard, qui est la chef de projet donc de Petite Ville de demain. Donc, Olivia Bertrand vient de nous rejoindre également. Sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à Stéphanie, chef de projet qui a été recrutée maintenant il y a un peu plus d'1 an. Pardon ? Ah oui, on fait d'abord quelques minutes, j'ai dit l'exposé qui va être fait dans le cadre d'une Petite Ville de demain. Oui, tout d'abord, avant de démarrer, je vous propose tout d'abord d'approuver les procès verbaux des conseils municipaux antérieurs. Alors tout d'abord celui du 5 juillet, je vous le mets donc à délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Avec les 2 mains levées, merci, pour ceux qui ont effectivement des pouvoirs. Le conseil municipal du 27 septembre, je vous demande de l'approuver également. Avez-vous des suggestions? Des remarques? Non. Qui est contre?
qui s'abstient, qui est pour, voté à l'unanimité. Et le conseil municipal du 3 octobre dernier, donc pareil, avez-vous des remarques particulières? Très bien, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez reçu, donc avec la convocation du conseil municipal, bien sûr, les décisions, donc de la décision 210 jusqu'à la 210 à 210-2022, pardon, à D238-2022. Avez-vous des remarques sur les DIA particulières? Non. Très bien, merci. C'est sur les décisions, pardon. Et concernant maintenant les DIA du mois de juillet, août et septembre, avez-vous des remarques formulées? Non plus. Écoutez, très bien. Donc les DIA étant, et les décisions étant sans remarque, nous allons pouvoir maintenant effectivement adopter, si vous le souhaitez, une motion. C'est une motion de soutien donc, de l'AMF, de l'Association des maires de France, conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, et on va être plus généralement des communes. Alors je vous lis la motion dans son intégralité. Ce sera beaucoup plus simple pour la compréhension, surtout des Luçonnais, par rapport effectivement aux conséquences de la crise économique sur les finances de la ville et sur les finances des communes. Donc le conseil municipal de Luçon exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. Nos communes et intercommunalités doivent en effet faire face à une situation sans précédent. Estimée pour 2022 à 2023 environ 5,5%, l'inflation à son plus haut niveau depuis 1985 va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 milliards d'euros. Les coûts d'énergie, de produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui, à elle seule, compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des communes et de leurs intercommunalités. Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, et on s'en félicite, ajoute néanmoins une charge supplémentaire de 2,3 milliards d'euros pour nos collectivités. Après 4 ans de baisse de dotation de l'État, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la GGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités donc, de la France. Après 4 ans donc, de baisse, maintenant les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et la nouvelle restriction des interventions des collectivités locales à hauteur de 15 milliards d'euros d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement et de dépenses comptables semblable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas. Les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites. Depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant global d'environ 46 milliards d'euros, a conduit à l'effondrement des investissements, alors que les comptes de l'État ne font qu'apparaître aucune réduction de déficit. Celui de 2019, juste avant la crise, est resté au même niveau qu'en 2014, 3,5 du PIB. À travers ce paragraphe, on lit effectivement que la difficulté aujourd'hui, c'est que si les collectivités n'ont pas les financements nécessaires, eh bien, tout le monde en pâtit, parce que derrière, les investissements ne peuvent pas se faire. Donc ça, c'est vraiment une remarque très importante. Face à l'impact de la crise économique, il est ressenti et il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales pour maintenir l'offre de services. Face à la baisse et à la croissance annoncée de 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement public local, qui représente, comme je le disais à l'instant, 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, les logements et bien plus largement notre économie. Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur des crises.
Donc, on vous propose d'indexer la DGF sur l'inflation 2023, de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2022, plus 6,8% d'estimation, de renoncer à tout dispositif d'encadrement de l'action locale. Les 15 milliards d'euros des restrictions de dépenses imposées aux collectivités d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population. C'est d'autant moins pour financer l'offre des services. De réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition des terrains dans l'assiette du FCTVA. De rénover les procédures d'attribution de DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des crédits votés en loi de finances. À ce sujet, les DETR DSIL devraient être... Les DETR DSIL devraient être en fait normalement crédités cette année, donc on ne peut que s'en réjouir. Mais lorsque cette motion a été préparée, donc ces procédures d'attribution n'étaient pas encore en vigueur. Donc on attend quand même, parce que pour l'instant ce sont des directives de l'État, mais on n'a pas pour autant les montants. Concernant la crise énergétique, je vous rappelle que la commune de Luçon soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des élus. Ce qu'on se demande, c'est de créer un bouclier énergétique d'urgence, plafonnant le prix d'achat d'électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables. À ce sujet, moi je remercie les petites collectivités qui se sont retirées donc, du CIDEV pour permettre effectivement justement aux collectivités de bénéficier, on va dire, d'allégeance. Mais pour autant, on souhaite qu'un bouclier d'énergie donc, soit mis en place d'urgence. De permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie, alors qu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très souvent trop défavorables. De donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente TRV. Voilà, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 octobre 2022, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donc il vous a demandé d'adopter la motion de soutien à l'AMF, donc l'Association des maires de France, pour alerter sur les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de notre commune. Donc soutenir les propositions de l'AMF et les propositions faites auprès de la Première ministre, telles que proposées ci-dessus. Et de dire que cette délibération sera transmise, bien sûr, au préfet et aux parlementaires du département. Avez-vous des remarques à ce sujet concernant cette motion? Non, pas de remarques particulières. Très bien, écoutez, en tout cas, moi je pense qu'elle est importante parce qu'effectivement, vous allez le voir tout à l'heure, on a pris une décision modificative sur le budget qui est donc une des conséquences, effectivement, aujourd'hui, donc du support que l'on doit subir par rapport, effectivement, eh bien, à toutes ces charges qui nous incombent. Donc, je soumets à votre vote cette motion qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien. Donc c'est maintenant qu'on va faire une suspension de séance d'environ 20 minutes. Et puis... Pardon? Ah oui, pardon. Il y a Anne Loriot Vettorazzo, qui conseillère municipale, donc qui donne pouvoir à mon nom, donc pour Dominique Bonin. Merci. Donc à partir de maintenant, je voterai avec deux mains. On va donc maintenant reprendre le déroulement du conseil municipal, si vous le voulez bien. Je vais remercier tout d'abord encore Stéphanie pour son intervention ce soir. Merci à vous. Bonne continuation encore dans ce très beau projet. Et on espère que vous le porterez le plus longtemps possible à nos côtés. Alors, on reprend donc le courant du conseil municipal. Alors, la première délibération, donc, c'est effectivement celle qui concerne le programme Petite Ville de demain. Je vais laisser donc Denis Lesage nous lire la délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la délibération sur le programme Petite Ville de demain, l'approbation du contenu de la stratégie de revitalisation et la signature de la convention cadre valant opération de revitalisation du territoire, dite ORT. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29, vu la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan
du 23 novembre 2018, et notamment son article 157, vu le programme Petites Villes de demain lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires et les relations avec les collectivités territoriales le 1er octobre 2020, vu les délibérations du Conseil municipal du 24 mars 2021, vu la délibération du Conseil communautaire du 18 mars 2021, vu la convention d'adhésion signée le 25 mars 2021 par l'État, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et les communes de Luçon et de Mareuil sur l'Édicée, considérant que cette convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer un projet de redynamisation dans un délai de 18 mois maximum et formaliser une convention cadre valant opération de revitalisation du territoire. Considérant que le projet de redynamisation s'est construit à partir des différentes étapes. Première étape, le diagnostic communal qui vient juste d'être présenté. Ce diagnostic a été réalisé en interne par Stéphanie Muller sous la forme d'une étude synthétisant l'ensemble des études antérieures ou des documents cadres élaborés par la communauté de communes ou la ville, donc le SCOT, le diagnostic du PLH, l'étude préopérationnelle OPA, le CRTE, le schéma directeur des déplacements actifs, le PLU, etc. Il repose par ailleurs sur l'apport d'une étude sur le développement du commerce menée par la Chambre de commerce et d'industrie entre novembre 2021 et mars 2022. Deuxième point, donc, la définition de la stratégie de redynamisation. Cette stratégie a été alimentée par l'atelier Flash, notamment par l'atelier Flash des territoires au format Flash, donc, et s'est construite autour de 5 axes. Premier axe, développer, restructurer, réhabiliter l'habitat pour une offre attractive en centre-ville. Deuxième axe, favoriser un développement économique et commercial équilibré. Troisième axe, développer les mobilités douces, l'accessibilité, les connexions interquartiers et aux équipements. Quatrième axe, requalifier les espaces publics afin de mettre en valeur le patrimoine, promouvoir la vocation touristique de la ville et conforter le cadre de vie tout en préservant la sécurité. Et enfin, le cinquième axe, offrir un meilleur accès aux services de santé, aux équipements, aux droits et à la culture. Enfin, donc, la convention cadre valant ORT qui a été définie, donc créée par la loi Elan du 23 novembre 2018, les ORT ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logement, les locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. Plusieurs axes d'intervention sont identifiés. Maintenir l'offre de commerce, de services et d'équipements, lutter contre l'habitat dégradé, indigne et la vacance, valoriser le patrimoine bâti et paysager et réhabiliter les friches urbaines. Produire des logements adaptés, notamment aux familles et aux personnes âgées. Les ORT constituent donc un outil mis à la disposition de toute collectivité, quelle que soit sa taille, qui souhaite mettre en œuvre un projet global de transformation et de redynamisation de son centre-bourg. Vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission de l'urbanisme du 26 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal sera invité à délibérer pour approuver le contenu de la stratégie de redynamisation ainsi que les secteurs d'intervention et le programme d'action, et à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Je voulais juste préciser par rapport à un sujet qui a été abordé tout à l'heure lors du débat sur les financements, ce dont on peut se féliciter déjà, c'est les nombreux financements obtenus, la cohérence et le soutien obtenu, encore une fois, de l'État et des différents acteurs départementaux, voire nationaux, qui ont entouré la ville pour les premières études, le large financement de l'atelier Flash, enfin, c'était même gratuit. Donc, le financement total de l'atelier Flash, donc la prestation d'architecte urbaniste, le financement de l'étude CCI, le financement de l'étude de circulation, etc., etc. Donc il y a déjà de nombreux financements qui ont été obtenus grâce à ce dispositif Petite Ville de demain, et c'est plusieurs dizaines, voire une centaine de milliers d'euros déjà d'études ciblées, efficaces, obtenues pour permettre cette vision globale qui nous fera également économiser
des précieux deniers publics. Merci Denis. Avez-vous des remarques par rapport à la délibération? Non, très bien. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc la deuxième délibération, c'est le CIDEV, donc des effacements, convention pour rénovation de lignes de réseau électrique, d'éclairage public et de télécom au chemin du Petit Faugeroux. Denis. Merci, monsieur le maire. Donc effacement de réseau dans le cadre de convention pour rénovation des lignes électriques, d'éclairage public et de télécommunications, chemin du Petit Faugeroux. Il s'agit de la tranche numéro 2 d'effacement et d'amélioration des réseaux secs, donc chemin du Petit Faugeroux. Nous avions déjà l'année dernière donc réalisé une première tranche. Vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire indique que le chemin du Petit Faugeroux a fait l'objet de nombreux travaux de viabilisation des terrains desservis par cette voie. Dans le cadre de l'aménagement de cette voie et avant tout travaux de surface permettant de finaliser un aménagement de voirie, il paraît nécessaire de prévoir dès à présent les travaux d'effacement des lignes électriques, des lignes de télécommunication et de rénover le réseau d'éclairage public. L'ensemble des travaux d'effacement est estimé à 149 878 € hors taxes dans le cadre d'une convention avec le CIDEV. L'ensemble des travaux de rénovation de l'éclairage liés à cet effacement est estimé à 31 262 € hors taxes dans le cadre d'une autre convention. La participation de la commune s'établit à hauteur de 70% pour l'effacement des réseaux électriques et d'éclairage public, 65% pour les travaux d'effacement de réseaux de télécommunications, 70% pour les travaux de rénovation de l'éclairage public. Ainsi, la participation communale restante serait de 108 667 € pour les travaux d'effacement et 21 883 € pour les travaux de rénovation. Les projets de convention que vous avez sous les yeux sont établis et joints en annexe. Vu l'avis favorable de la Commission de l'urbanisme du 26 octobre 2022, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est invité donc à délibérer et à accepter donc la participation communale de 108 667 € pour les travaux d'effacement et à accepter la participation communale de 21 883 € relative aux travaux de rénovation de l'éclairage public, et à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention 2022 EFF 0043 relative aux conditions techniques financières de la réalisation de l'opération d'effacement, et à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention 2022 ECL 0600 relative aux conditions techniques et financières de réalisation de l'opération de rénovation de l'éclairage. Et vous avez donc en annexe 4 et 5 de cette délibération les deux projets de convention. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Non, pas vraiment. Merci. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La troisième délibération, c'est toujours le CIDEV, convention pour réparation d'un panneau indicateur de vitesse, avenue Maréchal Juin. Denis. Merci, monsieur le maire. Donc, cette convention a trait donc, à la réparation du radar pédagogique avenue Maréchal Juin, donc route de Fontenay-le-Comte. Le radar est lui-même en fonctionnement, en service actuellement, mais il a été en panne pendant un temps. Monsieur le maire indique que le panneau indicateur de vitesse de l'avenue Maréchal Juin était en dysfonctionnement. Le panneau en question est propriété de la commune et a été installé par le CIDEV. L'estimation de la réparation proposée par le CIDEV s'élève à 326 € TTC, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 26 octobre 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est appelé à délibérer et accepter donc la participation communale de 326 € TTC relative à la réparation du dit panneau, et à autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer la convention ou tout autre document afférent à ce dossier. Vous avez également la convention en annexe 6. Avez-vous des remarques? Non, très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, quatrième délibération, donc c'est la troisième délibération d'un... Ah non, pardon, non, c'est la quatrième. L'éclairage public, toujours convention de rénovation. Donc là, cette fois, c'est pour la rue Georges Clémenceau.
Merci, monsieur le maire. Rue Georges Clémenceau, il s'agit du tronçon entre la place déjà aménagée des Martyrs de la Résistance et l'avenue Michel Rambaud et la rue Saint-Mathurin et le haut de la rue Clémenceau qui avait été précédemment rénové. Vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire indique que la ville de Luçon lance une opération de renouvellement de candélabres très vétustes. Il s'agit de globes, des luminaires qui éclairent, comme on dit, le ciel. En effet, certains modèles de luminaires sont tellement anciens et vétustes que les services municipaux ne peuvent plus les entretenir ou les réparer et qu'ils sont également nuisibles à l'environnement et qu'ils ne pourraient plus, d'ailleurs, ils ne sont plus réglementaires, donc il sera interdit à la pose et il s'agira donc de les renouveler entièrement. Et pour information au passage, on a demandé aux services techniques de récupérer, puisque certains pieds, certains candélabres sont d'intérêt parce qu'ils sont en fonte et ils pourraient par exemple être réutilisés, ces 6-là notamment, pour éclairer par exemple le jardin du Maine dans ses futurs travaux d'aménagement. Donc on a demandé aux services de récupérer les mâts, pas les luminaires bien sûr. Il est proposé donc de rénover 6 luminaires présents sur la rue Georges Clémenceau, le haut de la rue Clémenceau. Le plan ci-joint indique les luminaires concernés. L'estimation des travaux s'élève à 17 473 € hors taxes. Ainsi, la participation communale restante serait de 8 737 €. Il s'agit de 50%. La convention 2022 CL 541 relative aux modalités techniques et financières de cette opération est jointe à la délibération. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 26 octobre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à accepter donc la participation communale de 8 737 € relative à la rénovation des luminaires du haut de la rue Georges Clémenceau et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même donc à signer la convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation de cette opération et toutes pièces relatives à ce dossier. Vous avez également la convention et le plan qui sont annexés. Avez-vous des remarques particulières? Non. Très bien, donc je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. Donc la 5e délibération, donc cette fois on part sur du sport, c'est la convention donc, de partenariat, enfin participation financée à la communauté de communes dans le cadre du programme Être et Apprendre pour soutenir l'éducation sportive en milieu scolaire. François Edouin. Merci monsieur le maire. Donc vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles 21-30, 511-4.1, 52-14-16, 52-14-23 et 52-16-5, vu le Code de l'éducation, notamment ces articles L212-1 et suivants, L133-10 et R531-52 et suivants, vu le Code du sport, notamment son article L101, considérant l'intérêt de mettre à disposition des éducateurs sportifs pour la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires d'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et primaires publiques et privées, afin d'apporter une compétence technique complémentaire à la compétence pédagogique des enseignants, considérant que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite, dans le cadre de son programme Être et Apprendre, soutenir la vie dans les actions sportives et éducatives en milieu scolaire, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention du programme Être et Apprendre pour l'année scolaire 2022-2023 et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon pour les interventions en milieu scolaire des activités EPS. Donc il s'agit tout simplement d'une participation de la communauté de communes qui cette année s'élève donc à 2 250 €. Dans la convention, pour ceux qui en ont pris connaissance, donc elle concerne 9 classes sur les 3 écoles. Dire qu'en fin de compte, ça va bénéficier à 255 élèves, mais que la ville de Luçon n'a pas attendu effectivement cette participation, puisque depuis plus de 30 ans, nos éducateurs sportifs, donc en l'occurrence actuellement Mickaël et Isabelle, interviennent auprès des écoles, auprès de 20 classes, ce qui concerne, donc on bénéficie finalement au total 408 élèves. Donc voilà ce que je peux dire, et pour information, les actions qui sont pratiquées, donc il y a l'athlétisme, des jeux d'opposition, des jeux de raquettes avec le badminton, de l'orientation
et des sports collectifs. Donc c'est vrai que ça apporte, on va dire, une compétence technique sportive complémentaire auprès des enseignants. Voilà. Très bien, merci. Avez-vous des remarques particulières? Non. Très bien. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. La 6e délibération, donc c'est l'approbation de la convention de partenariat entre la ville et puis l'OGEC. Fabienne Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121 alinéa 29, vu le Code de l'éducation et notamment son article L 442 alinéa 5, qui dispose que les dépenses de fonctionnement des classes d'école sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Considérant que le contrat d'association à l'enseignement public conclu entre l'école et la Sainte Famille de Luçon et l'État entraîne la commune à procéder au versement d'un forfait communal pour les classes de maternelle et les classes de l'élémentaire. Considérant que le montant de la subvention est calculé sur la base des dépenses obligatoires de fonctionnement des écoles élémentaires et des écoles maternelles, attendu que pour l'année scolaire 2021-2022, le montant voté par élève luçonnais était de 787 € pour un effectif de 212 élèves luçonnais. Considérant le coût par élève en école publique, il est proposé de reconduire ce montant pour l'année scolaire 2022-2023 pour un effectif de 196 élèves recensés à la rentrée 2021-2022, soit sur l'effectif de l'année N-1. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 24 octobre 2022, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat entre l'OGEC pour l'année scolaire 2022-2023 portant sur la participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée catholique de la Sainte Famille de Luçon, adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte Famille pour un montant de 154 252 €, soit 787 € multipliés par 196 élèves. Autorise Monsieur le maire ou Madame Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention de l'OGEC de l'école de la Sainte Famille de Luçon. Autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir un acompte de 50% avant le 1er février 2023, soit 77 126 €, et le solde avant le 15 avril 2023, soit 77 126 €. Dit que les crédits seront inscrits au budget 2023. Donc de toute façon, le montant qui a été retenu, bien sûr, était tout à fait en accord avec l'OGEC. Très bien. Avez-vous des remarques? Non? Très bien. Mais écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le dispositif école-cinéma pour les écoles primaires, participation donc de la ville au coût des séances. Je cède parole à Fabienne Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Donc ça c'est quelque chose que nous avons l'habitude de voter tous les ans, hein, au même titre que la convention de l'OGEC. Attendu que depuis de nombreuses années, la ville de Luçon participe au dispositif école et cinéma mis en place par l'inspection académique de la Vendée, attendu que ce dispositif a pour finalité d'ouverture les portes du cinéma aux jeunes publics scolarisés de la grande section maternelle à la fin du cycle élémentaire, considérant que cette année, la ville de Luçon souhaite renouveler son hôte aux écoles adhérentes à ce dispositif, à savoir l'école primaire du centre et les écoles maternelles et élémentaires Jean Moulin, considérant que le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,50 € et que la participation de la ville est proposée à 1 € par enfant et par séance dans la limite des 3 projections par classe. Donc là, vous avez le nombre des enfants qui ont participé aux séances. École primaire du centre, sur les 3 séances, 599 élèves. Et école primaire Jean Moulin, pour les 3 séances, 289 élèves. Vu l'avis favorable de la commission des affaires scolaires du 24 octobre 2022, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant, décide que l'aide financière de la ville, limitée à 3 projections pour chaque école, sera donc pour l'école du centre 599 €, école primaire Jean Moulin 289 €, soit un total de 888 €. Dit que les crédits sont inscrits au budget en cours et seront versés à l'organisme central de la coopération à l'école, l'OCDE. Très bien. Oui. Ouais, l'OCDE, c'est pas ça, je pense. Hein. Il y a un petit souci, une petite coquille là. Ah.
C'était quoi alors? Ah, Au il y a CCE. eu un CCE, d'accord. On va modifier. Ouais. Bon, c'est pas bien méchant, ça va être rectifié. Non, ah, ça va. Bon, merci. Merci pour la remarque. Très bien, on le soumet donc à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, merci. La 8e délibération, convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association du comité des fêtes pour l'organisation du marché de Noël 2022. Olivia Bertrand. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-2, L 1611-4 et L 2121-29, vu l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiées et ses textes d'application, vu le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 et relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, considérant que l'association Comité des fêtes de la ville de Luçon a pour objectif d'animer et mettre en valeur la ville, en particulier sur les plans artistiques et culturels, attendu que dans ce cadre, elle participe chaque année aux côtés de la ville à l'organisation d'un marché de Noël qui rassemble artisans, commerçants, animations et artistes locaux. Cette action concourt au rayonnement économique local ainsi qu'à l'animation et au dynamisme du centre-ville. La municipalité apporte son soutien à la manifestation marché de Noël 2022 par la mobilisation de différents moyens logistiques. Vu le projet de convention 6 juin en annexe, considérant la volonté de la commune de soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, considérant qu'il existe un intérêt communal à permettre la réalisation de la manifestation marché de Noël 2022, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association Comité des fêtes de la ville de Luçon pour l'organisation du marché Noël 2022. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la dite convention. Autorise Monsieur la maire ou moi-même à signer tout document afférent à ce dossier. Donc en annexe 11, il y a donc la convention, il n'y a pas de changement chaque année, on fait la convention avec le comité des fêtes. Très bien, avez-vous des remarques? Oui, mais pas trop par rapport à cette convention, c'est plutôt par rapport à la sobriété énergétique qui est demandée par l'État en termes d'illumination de Noël à Luçon, vu le coût de l'électricité, du kilowattheure. Qu'est-ce qui est prévu par la ville? Qu'est-ce que vous avez pensé mettre en place ou ne pas mettre en place justement cette année? Il y a un groupe de travail là, qui s'est mis en place concernant la sobriété énergétique pour la collectivité, donc avec des élus et puis bien sûr les services. Donc là c'est pour la collectivité même, pour l'organisation donc au sein de tous les services. Et concernant le marché de Noël, bien évidemment, on va aujourd'hui restreindre le périmètre d'élimination, donc il sera beaucoup plus concentré sur le centre-ville, principalement des LED, bien évidemment, pour éviter bien sûr les dépenses énergétiques, avec des extinctions qui seront le soir tout naturellement comme l'éclairage. Et puis on pense peut-être, mais là on n'a pas encore tout à fait défini les choses, peut-être ne pas allumer tous les soirs, allumer principalement que le week-end. On ne sait pas encore, on va surtout, on y regarde de plus près. Là, je sais que le groupe de travail est en train de voir un petit peu comment procéder. Mais on s'oriente un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, quelque chose de très resserré sur la ville, principalement des LED. On évite maintenant d'avoir des illuminations qui soient trop énergivores. Et puis surtout, avec des diminutions de temps d'éclairement, malheureusement. Voilà. L'an passé, les sapins étaient un petit peu tristounets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la remarque au conseil municipal. Je ne sais pas s'il a été prévu quelque chose de non électrique pour la décoration des sapins, des boules faites, je ne sais pas, par les élèves, par des anciens. Justement, donc cette année, on commande beaucoup moins de sapins que d'habitude, donc il y en aura très peu en ville, en fait. Il y aura très peu de sapins, parce qu'on ne veut pas effectivement les décorer avec des guirlandes
donc des guirlandes électriques. Par contre, le service pôle, je regarde donc la chef de pôle qui est arrivée très récemment à la collectivité, pense effectivement que pour l'année prochaine, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement on associe les associations, peut-être les écoles, pour construire des sapins en bois, des sapins enfin de façon complètement différente pour orner le centre-ville. Voilà, avec aujourd'hui des choses beaucoup plus terre à terre, on va dire, mais qui respectent, on va dire, le développement durable et qui évitent des dépenses énergétiques inconsidérées. Mais pour cette année, c'est un peu trop tard pour qu'on mette la démarche en place. En tout cas, pour l'année prochaine, on y pense déjà. C'est ce qui est envisagé. Non, c'est une très bonne idée, très intelligente. Si on pouvait mettre aussi en relation les outils, on appelle les outils en main, ça serait bien aussi. Ouais, bon, nickel. Je pense qu'il y a moyen d'aider les jeunes un petit peu à fabriquer leur propre décoration. On travaille dessus, oui. L'année prochaine, on voit ça parce que cette année, c'était un peu trop restreint au niveau timing. Et je tiens également aussi à souligner qu'au niveau du coût décoration, l'ACAP se joint également à tout ce qui est animation, décoration. Les vitrines des commerçants vont être décorées sous une thématique particulière que vous verrez. Voilà. Donc voilà, ça amène aussi à animer le centre-ville et à décorer dès le départ du marché de Noël, qui, je le souligne, reste le premier week-end du mois de décembre. C'est vrai que c'est traditionnel, c'est le premier week-end du mois de décembre pour Luçon. Donc voilà. Donc les illuminations seront mises en place, bien sûr, au marché de Noël et par la suite après, jusqu'à Noël. C'est vrai que les illuminations sont très, très tôt pour Luçon par rapport à d'autres collectivités qui font un marché de Noël vers le 15. À ce moment-là, on peut allumer un peu plus tard. Là, on va préparer tout pour le premier week-end, comme d'habitude. Mais après, c'est pour ça qu'on peut peut-être penser à... Bon, enfin, je laisse au groupe de travail effectivement œuvrer, à restreindre peut-être plus tôt le soir, couper plus tôt l'illumination, à partir de 21h au lieu de 22h, peut-être, je ne sais pas. Et puis, peut-être pas tous les soirs, mais enfin, ça, je vous laisse travailler là-dessus. Enfin voilà, pour cette année en tout cas, et l'année prochaine, c'est certain qu'on fera des choses beaucoup plus adaptées, on va dire, par rapport aux conjonctures actuelles. Voilà. Pour cette délibération, on la soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour le comité des fêtes. Donc voté à l'unanimité. La 9e délibération, c'est la redevance du marché de Noël. Donc je laisse Olivia. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités locales, vu les articles L 2125-1 et suivants du Code de la propriété des personnes publiques, considérant que le marché de Noël a lieu chaque année et rassemble sous des tivolis et des chalets de nombreux commerçants de Luçon et de sa région, considérant que cette manifestation est un moment fort pour les familles luçonnaises et du bassin de vie participant au dynamisme de la commune, attendu que cette manifestation a lieu place Leclerc et place Richelieu, considérant que cette manifestation se déroule sur le domaine public communal, il convient de fixer une redevance d'occupation. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 octobre 2022, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la redevance d'occupation du domaine public pour le marché de Noël à 85 € par stand de 3 mètres de façade pour les 2 jours. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document afférent à ce dossier. Pourquoi une délibération pour ce tarif? Il y a eu une très très légère augmentation. C'était, voilà, on ne s'aligne toujours pas aux autres marchés de Noël, hein, parce que c'est 85 € sur tout le week-end, je tiens à le souligner. Mais on voulait quand même voilà, mettre une petite augmentation. L'année dernière, on ne l'avait pas fait, il y avait la situation Covid, ce n'était pas forcément le meilleur moment. Là, c'est vrai qu'on sait tous la situation, l'inflation, elle est vraiment petite, l'augmentation, à voir pour les années futures pour les tarifs de ce marché de Noël. Avez-vous des remarques? Non, très bien. On soumet votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. Ensuite, nous avons la délibération concernant des subventions exceptionnelles votées dans le cadre de la journée du jumelage avec la ville de Richelieu qui a eu lieu le 17 juillet 2022. Je laisse Stéphanie Le Goff nous en parler. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le 17 juillet dernier, 3 associations luçonnaises
ont participé à la journée jumelage qui s'est déroulée à Richelieu. Considérant que ces 3 associations, les Compagnons du Théâtre, les Dagues du Cardinal et Histoire de l'âme, ont largement mis en valeur la richesse de la vie associative luçonnaise, considérant que ces associations ont engagé des frais pour se rendre et participer à cette manifestation, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 25 octobre dernier, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 28 octobre dernier, et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions exceptionnelles suivantes pour l'année 2022. 430 € pour les Compagnons du Théâtre, 40 € pour les Dagues du Cardinal et 30 € pour Histoire de l'âme. Dit que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Alors c'est vrai que nous nous étions alloués un budget de 500 € pour permettre à ces associations le remboursement de leurs frais. Nous avons essayé d'être au plus juste en commission culture et en commission finances de ces frais engagés, sachant que les Compagnons du Théâtre ont eu pour leur part des frais largement supérieurs aux autres associations, du fait qu'ils étaient une dizaine de comédiens dans la troupe et qu'il y a eu des frais notamment de location de costumes, incluant des frais de pressing un petit peu plus conséquents. Pardon, avez-vous des remarques particulières? Pas de remarques, mais une question. Où en est-on au niveau du jumelage international à Luçon? Pour l'instant, enfin, je vais laisser Stéphanie. Oui. C'est une question très intéressante. Alors c'est vrai que M. Bouget, nous avons eu en début de mandat la Covid qui nous a un petit peu compliqué la tâche. On avait quelques pistes de réflexion, à savoir un jumelage en Italie, également un jumelage avec un pays anglo-saxon. Nous avions démarré ces prospections-là avec 2 personnes qui avaient des connaissances et des ancrages très forts dans ces différents territoires. Malheureusement, c'est vrai que ces pistes n'ont pas pu aboutir. Il y a une nouvelle réflexion qui pourrait être portée sur la Roumanie, puisque nous avons un artiste peintre luçonnais qui a également des approches, des contacts très importants dans ce pays. Et c'est vrai que Monsieur le maire et moi-même savons qu'il y a ce gros dossier-là qui reste encore à travailler et à faire avancer pour la deuxième partie du mandat. Actuellement, la ville de Luçon est jumelée avec une ville étrangère, là? Non, pas encore. Pas encore. D'accord, elle n'a jamais été jumelée avec une ville étrangère? On a été jumelé avec Sibiu. Non, Sibiu, c'était juste un partage dans le cadre de oui, non, c'était dans le cadre des journées européennes. Là, non, Sibiu avait été nommée capitale européenne. Et puis cette année-là, nous étions allés là-bas dans le cadre d'un échange, tout simplement, avec des accords de principe. D'ailleurs, le maire de Sibiu, qui est devenu le président de la République de Roumanie actuelle. Mais c'était simplement des échanges. Le seul jumelage qu'il y a eu avec Luçon à l'étranger, c'est Osterhacker, du temps de M. Demouzon, lorsqu'il était maire. Mais Osterhacker, c'est une ville qui est complètement démesurée. Nous, on est 10 000 habitants, je crois que c'est une ville de 200 ou 300 000 habitants. Enfin, on n'est pas du tout dans la même strate. Donc il faut quand même qu'on cherche quelque chose qui nous rassemble et qui nous ressemble, en fait, plus. Voilà. Donc ça va être maintenant le projet de la deuxième partie de mandat, je pense. En tout cas, si je puis me permettre, c'est quand même des pistes que nous avons déjà travaillées et qui malheureusement n'ont pas donné suite. Très bien. Donc pour ces attributions de subventions, on va dire en défraiement, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Donc là maintenant, c'est la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral 2021. Je vais le faire, je vais aller très très vite. Vous avez eu le rapport donc, en annexe. Tout simplement, tout d'abord se féliciter parce que dans le préambule de ce rapport, la présidente de la communauté de communes, Brigitte Hibert, souligne effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fort intérêt à ce que Mareuil et Luçon soient aujourd'hui les 2 villes, on va dire, motrices pour le développement de la communauté de communes dans le cadre de Petite Ville de demain. Communauté de communes, donc toujours 43 communes maintenant, et non pas 44 comme autrefois, parce qu'il y a eu la fusion de l'Aiguillon-la-Faute, 250 km², 56 371 habitants. Bon, les compétences, vous les connaissez, c'est l'économie, l'emploi, l'environnement, le cadre de vie, les équipements d'intérêt communautaire, il y en a certains,
pour Luçon, par exemple, on a le centre aquatique, les actions sociales, et puis également donc, l'enfance-jeunesse, l'aménagement du territoire, l'habitat et le logement, hein, qui nous aujourd'hui sont très importants, et puis la culture et le patrimoine. Voilà, le bureau communautaire donc, est composé de 15 vice-présidents, et le conseil communautaire est composé de 72 donc, représentants. Nous avons 15 commissions thématiques au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez, il suffit d'aller sur le site, hein, vous les retrouverez. Donc 15 commissions, donc, et chaque commission est portée par un vice-président. La communauté de communes, c'est donc également au sein de la communauté de communes, dans le cadre de la participation citoyenne, il y a ce qu'on appelle un conseil de développement, avec donc dans ce conseil de développement 65 membres qui sont répartis en 3 commissions. Le conseil de développement est très actif, hein, il fait des propositions hein, régulièrement, donc, et on travaille de concert avec eux. Voilà. En ce qui concerne autrement la communauté de communes, vous donner quelques éléments supplémentaires. Concernant les finances, bon, la communauté de communes, bien sûr, poursuit principalement donc dans le cadre de ses actions le désendettement, hein, effectivement. Aujourd'hui, donc, dans le cadre des financements, on dépense tout budget confondu, hein, tout budget confondu. Le budget de la communauté de communes, donc c'est quand même 76 276 000 euros hein, de dépenses pour 75 76 000 euros de recettes. Vous voyez un petit peu. Donc c'est quand même une grosse machine avec bien évidemment une capacité d'autofinancement donc, en 2020 qui est ressortie à 1 404 000 euros alors qu'elle était de 2 317 000 euros en 2020. Donc voilà, une variation en baisse de près de 40% quand même, malgré tout. Au 31 décembre 2021, l'encours de la dette de la communauté de communes est de 39 736 000 euros, encore, malheureusement. Et on y travaille de façon... Donc ça représente 704,86 euros par habitant, tout budget confondu. Hein, donc, alors que l'endettement était de 47 700 000 euros au 31 décembre 2020. Donc on a quand même des endettés de près de 4 millions d'euros. La communauté de communes n'a pas contracté d'emprunt nouveau en 2021. À savoir également que dans les effectifs de la communauté de communes, aujourd'hui, vous avez 267 emplois permanents et 34 emplois non permanents. Autres chiffres qui peuvent être intéressants, ou d'autres données, je passe assez vite hein, parce que tout n'est pas, enfin bien sûr tout est fort intéressant, mais en même temps il faut, je pense, aller à l'essentiel. Dans le cadre du développement économique, bien évidemment, le Vendéopole est très porteur. Hein. Le service économique de structure est arrivé, donc, a vu l'arrivée de 2 nouveaux collaborateurs en 2021. Donc maintenant, ils sont 3 personnes pour le développement donc, économique au sein de la communauté de communes. C'est important, hein, parce que dans les axes qui sont voués au développement économique, qui sont la création et la gestion des équipements, l'animation du territoire et la communication, il y a bien sûr un travail énorme à faire. En 2021, pour donner quelques chiffres, il y a eu quand même 16 ventes de terrain hein, qui ont été donc faites au sein de la communauté de communes pour 4 107 000 euros. Hein, et 5 bâtiments ont été vendus pour la somme de 3 10 000 euros environ. Voilà. Il a été versé en soutien aux entreprises à la plateforme Initiative Vendée Terre 56 439 euros, permettant l'octroi de 71 prêts d'honneur pour un total donc, de 523 000 euros au sein de la communauté de communes, ce qui est pas mal. Voilà. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, bon, bien évidemment, aujourd'hui, comme vous le savez, on est sur le 2e arrêt du SCOT, qui pour l'instant est en phase d'enquête publique. Les enquêtes publiques vont démarrer la semaine prochaine pour 2 mois environ, et ensuite sera soumis à l'attribution donc, du préfet. On espère donc, le 2e arrêt et surtout l'approbation du SCOT au mois de février donc, 2023. Et parallèlement à ça, bien évidemment, on vient de lancer le plan local d'urbanisme intercommunal avec le cabinet qui vient d'être choisi, et maintenant qu'il a été prescrit, eh bien, ce qu'on appelle tout naturellement, comme dans tout projet, la phase diagnostique, après le PADD, le D2O, etc. Enfin, donc tout ça, c'est en marche, c'est en cours d'action, et le diagnostic sera rendu d'ici 3 mois environ.
Le plan local d'urbanisme de l'habitat a été approuvé donc en 2020, il a été prescrit et approuvé. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, le Petite Ville de demain donc, est un moteur pour accélérer effectivement l'attractivité du territoire. Voilà ce qu'on peut dire dans ce qui concerne l'aménagement du territoire. Pour les mobilités, comme vous le savez, la prise de compétences mobilité a été faite au 1er juillet 2021. Pour l'instant, nous n'avons pas de service proprement dédié à cette mobilité, parce que qui dit service dit création encore d'emplois, il faudra encore un agent pour être dédié à la mobilité. Aujourd'hui, c'est l'agent qui s'occupe du SCOT, qui est l'agent qui s'occupe de la loi d'orientation sur les mobilités. Mais ça ne saurait tarder. Le transport à la demande a été une expérimentation qui est en cours aujourd'hui, hein, qui est donc qui a été faite sur proposition de la région des Pays de la Loire. Donc c'est quelque chose qui se met en place tout naturellement. Autrement, nous avons dans les informations à vous transmettre au niveau du tourisme, bien sûr, comme vous le savez, donc, il y a une SPL tourisme au sein donc, de la communauté de communes suivant les littorales. Les principales actions 2021 ont été la création donc, des 10e rencontres du patrimoine qui ont eu lieu donc, cette année le 25 et 26 septembre au logis de Chaligny, comme tous les ans, et qui ont remporté vraiment un véritable succès. C'était très, 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 très bien parce que toutes les animations et puis les plus de 80 stands proposés étaient de très, très grande qualité. Il y a un guide touristique qui est sorti donc à plus de 9000 exemplaires, qui a été livré en 2021. Je pense que chacun a pu en avoir possession. Hein, voilà. En ce qui concerne autrement les pistes cyclables, l'offre aujourd'hui sur la communauté de communes avec 17 boucles représente environ 615 km de pistes. Ce sont des chiffres qui sont à la hausse tous les ans et qui vont donc continuer effectivement à être labellisés, on l'espère. 5 sentiers l'ont été cette année en 2021 et pour 2022, certainement d'autres l'auront été et on le verra l'année prochaine. En ce qui concerne l'animation culturelle et sportive, donc l'animation culturelle, elle est riche en ce qui concerne la communauté de communes, même si le théâtre Milandi n'y est pas inscrit parce que c'est une volonté de la ville de Luçon. La programmation quand même de la saison culturelle, est assez riche. L'école de musique intercommunale fonctionne normalement aujourd'hui, et le pôle enfant-jeunesse également. Une billetterie a également été mise en ligne au sein de la communauté de communes pour avoir accès plus facilement donc, aux programmes proposés. Et la culture, bien évidemment, comme toujours, s'invite très régulièrement au sein donc, des accueils de loisirs dans le cadre des animations. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Pardon, les centres aquatiques donc, de Luçon et de la Tranche-sur-Mer donc, continuent bien sûr d'être ouverts et toujours donc, d'être dans une belle dynamique. En début d'année, par contre, les agents avaient été répartis, parce que comme à cause du Covid, les agents avaient été répartis à d'autres tâches. Donc on les avait vus d'ailleurs, on a vu des maîtres nageurs à l'accueil des déchetteries, par exemple, hein, sur un certain temps. Hein, on les a vus aussi dans les cuisines centrales ou aux accueils de loisirs intercommunaux, parce qu'il fallait bien occuper du temps. Mais ils ont repris leurs activités. Et aujourd'hui, donc, tout naturellement, les centres aquatiques fonctionnent bien. Beaucoup de travaux sont envisagés d'investissements sont envisagés sur les 2 piscines, notamment sur celle de la Tranche. Je crois qu'il y a 4 millions d'euros d'investissements qui vont être faits donc dans les prochains mois. Et sur la ville de Luçon, enfin sur Luçon, pardon, la piscine intercommunale aussi va avoir des travaux d'aménagement. 31 associations au sein de la communauté de communes sont utilisatrices donc des équipements sportifs de la communauté de communes. Pour l'enfant jeunesse, le RAM maintenant est devenu le RIEM, oui c'est ça, hein. CRP, pardon, RPE, relais petite enfance, voilà, il n'est plus le RAM, est devenu le relais petite enfance, donc avec une activité soutenue. Il y a quand même 85 assistantes maternelles donc, au sein donc, du RPE. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'action santé et sociale, bien évidemment, dans l'action santé et sociale, bien évidemment, il y a le contrat local de santé qui est donc dans sa 2e phase,
hein, qui est mis en œuvre aujourd'hui en partenariat avec la CPTS, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, avec la CPTS. Et puis, bien sûr, nous, au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, il y a une maison France Service, donc, qui se trouve à Chaillé-les-Marais, mais également qui a donc, ce qu'on appelle une mobilité donc, avec un véhicule donc, dans plusieurs autres communes de la communauté de communes, par exemple comme la Caillère-Saint-Hilaire, Saint-Michel-en-Lerme et puis Marie-sur-Lay. Nous aurons une maison de France Service dans quelques semaines sur Luçon également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la communauté de communes. Dans le cadre donc, du PCAET, bien évidemment, donc, le plan climat est en vigueur hein, aujourd'hui. Le plan déchets, donc dans le plan climat énergie, donc, les fiches actions sont également en phase d'étude actuellement. On en a parlé cet après-midi en bureau communautaire. Elles seront présentées prochainement donc, en bureau communautaire, en conseil communautaire, et ensuite ces actions seront mises en place. Pour ce qui est des déchets, comme vous le savez, le plan départemental est en cours hein, au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et donc c'est un projet de très grande envergure qui va voir le jour dans les années qui viennent, notamment à partir de 2025, donc, pour qu'en 2026, la redevance incitative soit mise en place. Donc il y a un travail gigantesque qui va s'opérer, notamment entre 2023 et 2024, pour préparer cette mise en place, avec beaucoup d'investissements dans le cadre notamment de la réhabilitation de déchetteries, d'aménagement aussi dans les villes, notamment touristiques, et la ville de Luçon avec des points d'apport enterrés dans pas mal de lieux pour faciliter le travail donc, de collecte. Donc de tout ça, nous en reparlerons. C'est quand même un budget de plus de 15 millions d'euros qui va être mis sur la table pour les 3 ans qui viennent. En ce qui concerne la voirie et les bâtiments, donc beaucoup de choses, bien évidemment. Vous savez que la médiathèque de la Mareuil-sur-Lay va ouvrir ses portes prochainement. Hein. Il y a également eu des ateliers relais qui ont été livrés donc, sur le Vendéopole du parc Vendée Atlantique, qui ont été construits. Voilà. La maison de l'enfance à Petit Pas fait l'objet aussi d'opérations programmées. Et puis à Chaillé-les-Marais, la rénovation de la gendarmerie, rénovation énergétique aussi également été faite. Donc cette année 2021. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je reviens pour les déchets. En ce qui concerne, j'ai oublié les déchets. La déchetterie de la Tranche-sur-Mer également a été réhabilitée, quasiment neuve, parce que c'est quand même près de plus d'1 million d'euros qui ont été injectés pour cette réhabilitation. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant donc, la communauté de communes et le bilan annuel d'activité. Avez-vous des remarques particulières à soumettre? Non? Je voudrais simplement terminer quand même par un point important pour montrer un petit peu le dynamisme de la communauté de communes, mais qui est celui des communes aujourd'hui, et principalement aussi de la Vendée. Je prends simplement dans le cadre de l'ADS les permis de construire. En 2020, on a eu 557 demandes de permis de construire sur la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. En 2020, 557. Et en 2021, nous en avons eu 986. Donc on a quasiment presque doublé le nombre de permis de construire. Voilà, c'est pour vous dire un peu effectivement l'essor que prend aujourd'hui la communauté de communes. Donc c'est un bel Eldorado qu'il nous faut soigner et puis surtout bien équiper. Voilà, avez-vous des remarques concernant donc ce bilan? Non? Très bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Alors ce que je vais faire tout simplement, je vais soumettre, je ne vais pas le soumettre à votre vote parce que c'est simplement une prise d'acte. Hein, donc je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour l'année 2021. Je vous en remercie. La 12e délibération, c'est la création d'emplois d'agents recenseurs et la fixation des modalités de rémunération pour ce service qui va être fait prochainement. Je laisse Christian Grimaud nous en parler. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la collectivité doit procéder au recensement en 2023 de sa population. Cette opération de recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février.
Je rappelle que c'est une opération qui se renouvelle tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Elle va concerner sur la ville de Luçon 9 500 habitants, 5 500 logements qui seront à recenser. Donc ce recensement est piloté par l'INSEE, qui octroie à chaque opération de recensement aux collectivités donc une dotation forfaitaire qui est cette année de 18 458 €, qui est destinée bien sûr à contribuer aux frais de réalisation de l'opération, mais qui en réalité n'en couvre que la moitié, parce que les frais qui sont engendrés par cette opération de recensement sont de peu plus de 30 000 €. Donc ça ne couvre que la moitié. Et je souligne également que cette dotation est en baisse par rapport à il y a 5 ans. Pour la réalisation de cette mission de recensement, l'INSEE recommande donc le recrutement d'agents recenseurs. Un agent recenseur pour 250 à 300 logements, soit environ pour la collectivité. Il nous faut donc 20 agents recenseurs qui doivent être recensés, qui doivent être recrutés prochainement, compte tenu de la part croissante également de la collecte par Internet. Parce que la collecte par Internet est privilégiée, bien sûr, par rapport à la collecte traditionnelle des renseignements. Ces agents seront recrutés dès le 4 janvier, avec un suivi, pour le suivi d'une formation qui sera organisée en 2 sessions, les 4 et 11 janvier, des formations de chacune de 4 heures. Pour superviser cette opération, la collectivité a été dans l'obligation de désigner début septembre ce qu'on appelle un coordonnateur communal principal qui, comme son nom l'indique, va coordonner toutes ces missions et cette opération de recensement. Prévu également un recrutement de 2 assistants qui vont l'aider justement à gérer ce recensement. Donc dans ces 2 assistants, il y en a un qui va être recruté, qui doit arriver à partir du 1er décembre, à mi-temps donc sur la mission, puis deuxième qui sera recruté au démarrage de la collecte dès le mois de janvier. Donc il appartient donc au conseil municipal de délibérer sur la création des emplois d'agents recenseurs et déterminer leur rémunération. Il paraît cohérent également, à l'instar de ce qui s'est déjà précédemment fait donc en 2017 au dernier recensement, il paraît que c'est cohérent de prévoir une rémunération à l'acte qui intègre un certain nombre de missions, donc la tournée de reconnaissance du district, parce qu'il faut faire une reconnaissance de tous les secteurs qui seront à recenser, des réunions d'étape avec l'équipe de coordonnateurs, et l'opération de collecte à proprement parler. Donc la rétribution doit correspondre aussi au SMIC, et considérant que le nombre de logements et bulletins individuels potentiellement collectés, il est proposé donc de fixer des tarifs suivant de 1,95 € la feuille de logement et 0,75 € pour chaque bulletin individuel. Sachant que les agents recenseurs qui vont donc bénéficier des temps de formation seront rémunérés à hauteur de 44,28 € pour les 4 heures de formation, donc qui seront en 2 fois 4 heures, donc à peu près 88,60 €. Donc voilà, donc je voulais aussi également souligner l'importance des recrutements, enfin de cette recensement, pardon, parce que les recensements, ça permet de donner quand même une photographie de la population qui réside sur notre commune. Ça permet également d'ouvrir aussi pas mal d'aide au niveau de l'État. Et de pouvoir après également cibler les besoins qu'on peut avoir au niveau des logements, au niveau des entreprises, au niveau des commerces. Donc on attache une attention toute particulière aux agents recenseurs que l'on va recruter prochainement. Ils seront donc reçus, ils seront en entretien, de manière à pouvoir avoir des gens de qualité, de manière à faire un recensement qui soit efficace et tout à fait objectif. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce recensement. Donc on vous invite à voter donc cette délibération, et sachant que ces crédits donc du recensement sont inscrits bien sûr au chapitre 012. Merci Christian. Avez-vous des remarques? Une question, est-ce qu'habituellement il y a beaucoup de candidats sur les 20 personnes qui seraient recrutées? Est-ce qu'on est à 20, 25? Parce que là je vois que
S'il n'y a pas assez de candidats, on verserait donc des agents de la commune. Habituellement, on est à beaucoup plus que 20 candidats Pour le recrutement? pour le recensement, oui. J'ai pas compris excuse-moi, j'ai pas compris la Ouais, question. alors je vais le faire plus calmement. Par rapport aux 20 personnes qu'on doit recruter, Oui. est-ce qu'il y a une quarantaine de candidats? Est-ce que 20? Est-ce qu'il y en a que 10 Ah non, habituellement? pour l'instant, on a à peu près 4 ou 5 personnes qui sont manifestées pour le recrutement. Et il y a 5 ans, on a réussi à avoir les 20 On a recenseurs? réussi à avoir les 20, on a réussi à avoir, et même on a prévu également des suppléants au cas où on aurait des titulaires qui se désisteraient pendant le recensement. Oui, on aura de toute façon, on a toujours le 25. personnel parce que 25. donc nous, C'était 25, c'est ça. on lance un appel, bien évidemment, même ce soir on peut le faire aussi, hein, si les gens veulent se manifester pour être agent recenseur, pas de problème, ils viennent directement s'inscrire, mais autrement ils peuvent passer aussi par Pôle emploi. Pôle emploi va nous envoyer également du personnel, hein. Ça se passe comme ça tous les ans. On a, pas tous les ans, à chaque recensement, on a toujours le nombre d'agents recenseurs. La seule chose, c'est qu'effectivement, après, il faut que ce soit sérieusement fait, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pour ça l'importance d'avoir, effectivement, comme vous le dites si bien, d'avoir davantage de personnel pour pouvoir prendre le relais à un moment donné, parce que c'est un travail de longue haleine, qu'il faut dire le matin, l'après-midi, il faut retourner très souvent le soir. Bon, le soir, les rues sont sombres aussi, les personnes parfois n'aiment pas y aller seules, donc ils y vont à deux. Enfin, c'est un travail gigantesque, mais en même temps, c'est un travail fort intéressant. On encourage les gens à venir, mais c'est vrai qu'il faut être sur la durée, quoi. Et ça, c'est pas forcément évident. On pense cette année quand même que par le biais d'Internet, parce qu'on va pouvoir se faire recenser par voie informatique, ça va quand même bien faciliter les choses, normalement, enfin on l'espère. Et effectivement, pour répondre à la question, il y a toujours quand même 1 voire 2 agents de la collectivité qui, bien évidemment, organisent, sont le pôle organisateur. Tout à fait. Oui, au dernier recensement, il y a 5 ans, on était 25. C'est ça, 25 agents recenseurs qui étaient. Donc là, les offres de recrutement ont été envoyées. Pôle emploi, bien sûr, sur le site de la ville, mais également la mission locale. Hein, on peut capter aussi des jeunes qui soient volontaires pour ces recensements. Donc voilà, donc on va voir ce qui va, les candidatures qui vont être proposées, et on pourra ensuite faire les recrutements dans les bonnes conditions. Et y a-t-il d'autres remarques? Non? Très bien. Écoutez, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, 13e délibération, création de postes. Christian. Merci, monsieur le maire. Donc, création de postes. Donc, chaque année, comme vous savez, il y a un certain nombre d'agents qui remplissent ces conditions d'ancienneté, notamment, pour pouvoir être promus au grade supérieur. Et ces agents sont retenus donc, par l'autorité territoriale. On regarde un certain nombre de critères qui sont définis par les lignes directrices de gestion qui sont maintenant mises en place au sein des collectivités et au sein également du centre de gestion. Ensuite, ils sont inscrits sur un tableau d'annuel d'avancement de grade qui leur permet d'être nommés dans ce grade. Cette année, sur les 20 qui étaient agents promouvables, donc INASIS, qui ont été retenus par la commission emploi, une commission emploi qui s'est mise en place en début d'année, qui permet de, justement, comme son nom l'indique, de pouvoir gérer au mieux les emplois et surtout de gérer financièrement les postes à pourvoir. Donc il y en a 6 qui ont été inscrits au tableau d'avancement pour ce grade d'avancement de grade pour l'année 2022. Pour pouvoir être nommé dans le grade, donc ces postes correspondants doivent être créés au tableau des effectifs. Donc il s'agit des postes suivants que vous avez sur la délibération. Donc il y a un poste d'adjoint administratif première classe, principal de deuxième classe à temps complet, un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, un poste d'attaché principal à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet également, un poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principales de première classe à temps complet. Donc ces nominations pourront être ensuite opérées au 1er décembre 2022. Et parallèlement, donc, il faut savoir qu'on a l'avis du CT a été demandé, sollicité,
à la séance du comité technique du 7 novembre avec les représentants du personnel, notamment pour la suppression des postes actuellement occupés par les agents concernés. Ces postes seront supprimés en fin d'année lorsqu'on fera la mise à jour du tableau des effectifs au conseil municipal du mois de décembre. Et bien sûr, les crédits donc sont nécessaires, sont inscrits ou affectés au chapitre 012 de la collectivité. Très bien, merci. Pour la délibération, avez-vous des remarques? Non. Très bien, bah écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. On vous en remercie. La 14e délibération, c'est la fixation de l'indemnité horaire pour le travail de nuit normal ou normal de nuit. Alors en fait, il s'agit d'une régularisation de cette prime indemnité donc horaire pour travail de nuit. Alors les bénéficiaires, c'est l'indemnité octroyée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels à temps complet ou temps non complet, dès lors que la délibération qui fixe les emplois concernés le prévoit. Les conditions d'octroi de cette indemnité horaire, c'est accomplir un service normal entre 21h et 6h du matin, dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail. Donc ça ne s'inscrit pas du tout dans les heures supplémentaires de nuit. Le versement de cette prime donc, nécessite une délibération qui a été également validée le 7 novembre en comité technique. Et l'inscription donc à l'ordre du jour de ce point aujourd'hui vise à permettre de régulariser cette situation réglementaire, sachant que c'est une demande expresse également de la trésorerie, du trésor public, pour qu'on puisse effectuer ces versements d'indemnités, sachant que le régime indemnitaire, le RIFSEP, qui doit être revu en début d'année prochaine, pourra inclure cette prime et cette indemnité supplémentaire, enfin, d'heures supplémentaires, pardon, d'heures de nuit. Les taux qui ont été fixés, qui sont réglementaires, qu'on ne peut pas non plus bouger, c'est les taux qui sont imposés, de 0,17 € par heure et pour une majoration spéciale pour les agents occupants. Lorsque le travail est intensif, on passe à 0,80 € par heure, voire 0,90 pour la sous-filière médico-sociale. Donc voilà, donc cette délibération, vous avez les bénéficiaires et les cadres d'emploi sur la délibération qui vous sont notifiés et les différents montants que je vous ai rappelés tout à l'heure. Donc bien sûr, là, cette délibération permet de régulariser cette situation et de pouvoir faire bénéficier aux agents de cette indemnité horaire pour travail de nuit. Avez-vous des remarques? Non? Très bien. Bah, écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Alors, cette fois, maintenant, on passe aux finances. Apurement du compte 1069 du budget principal en vue du passage en nomenclature M57. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, la délibération numéro 15, c'est un apurement donc, de ce compte. Donc, considérant dans le cadre des travaux préparatoires donc, au passage de la M57, il convient dès à présent de traiter le solde débiteur du compte 1069 apparaissant dans la comptabilité communale, en considérant que le compte intitulé reprise par excédent capitalisé, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits a participé au dispositif de la mise en place de la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M14, donc considérant qu'il subsiste au compte donc, du budget principal de la commune un solde débiteur d'un montant de 58 570 et 27 centimes, qui doit faire l'objet d'un apurement afin de rectifier des écritures comptables, considérant qu'il convient de procéder à cet apurement par une opération semi-budgétaire par le débit du compte 1068, qu'on nomme excédent de fonctionnement capitalisé. Donc un avis favorable de la commission des finances et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc autorise l'apurement du compte 1069 sur l'exercice 2022 par une opération semi-budgétaire avec l'émission d'un mandat d'ordre mixte en débit du compte 1068 par les crédits du compte 1069 pour un montant de 58 570 € et 27 centimes. Juste l'objectif, c'est d'avancer avec cet apurement.
Bien, avez-vous des remarques? Non, très bien, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez, qui est pour, pardon, votez à l'unanimité. Merci. Budget principal, ben, il parle tellement vite. Une décision modificative, donc le budget principal, donc la décision modificative. Donc considérant la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, donc considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables nécessaires à l'activité de la commune. Donc compte tenu que les chapitres suivants ne disposent pas de suffisamment de crédit, donc il y a le chapitre 12 avec les charges de personnel, donc avec des dépenses imprévues, les différentes indemnités à l'inflation. Juste pour vous rendre compte, l'augmentation du SMIC, c'est 15 000 € supplémentaires. Les indemnités inflation, c'est plus de 20 000 €. Le point d'indice voté par l'État, donc c'est 85 000 €. Et je passe la suppression du PEC donc pour 15 000 € et d'autres lignes. Vous avez le chapitre 42, opérations d'ordre de transfert entre sections, écriture d'amortissement. Le chapitre 454, donc travaux effectués d'office pour le compte de tiers. Donc c'est les écritures relatives au péril imminent pour l'adresse 48 et 50 rue des Gentilshommes qu'on a déjà passé à plusieurs reprises au conseil municipal. Et le chapitre 707, opération environnement, article 2031, écriture relative aux frais d'études pour le plan d'eau des Guiffettes. Vous avez les mêmes informations données verbalement en chiffres que vous retrouvez juste en dessous. Et donc il y a un avis favorable à l'unanimité de la commission des finances du 28 février 2022. Et entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la présente décision modificative numéro 2 du budget principal. Avez-vous des remarques sur cette délibération? Non? Non. Bon, ça correspond principalement, bien sûr, cette délibération, à ce qu'on disait en préambule tout à l'heure du conseil municipal, hein, par rapport au poste de dépenses, hein, l'augmentation du SMIC en début d'année, l'indemnité inflation, effectivement, en début d'année aussi, l'augmentation du point d'indice, hein, qui nous est arrivé en juillet, et puis surtout, on prend de plein fouet la suppression des PEC, hein, puis des emplois aidés par l'État. Donc là, effectivement, tous ces coûts induits font qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre cette décision modificative. Voilà. Donc pas de remarques. Écoutez, on va soumettre à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Donc là, on passe à la 17e délibération. C'est le budget annexe de la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc c'est une décision modificative également. Donc pour cette délibération, Monsieur Denis Lesage sort de la salle. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, considérant la possibilité de modifier donc, le budget annexe de la maison de santé pluriprofessionnelle jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, donc compte tenu que les chapitres suivants ne disposent pas de suffisamment de crédit pour le passage d'écriture, donc il y a le chapitre 11 pour les charges à caractère général. Là encore, vous avez l'électricité et les locations standards du téléphonie. Donc l'électricité et l'énergie, donc c'est un peu plus de 5 000 €. Vous y retrouvez donc l'allocation mobilière donc, sur le chapitre 11 pour 2 300 €. Et dans le chapitre 66, vous avez les intérêts d'emprunt, donc taux variable en augmentation, ce qui fait que vous avez l'ensemble des différentes explications en fonctionnement et en investissement. Et donc on vous propose d'accepter et de voter cette décision modificative en lien avec la maison annexe, la maison de santé pluriprofessionnelle. Avez-vous des remarques? Non? Très bien, écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, moins de M. Denis Lesage qui n'a pas pris part au vote. Oui, Denis devait partir parce que dès demain matin, il part de très très bonne heure. Donc il a demandé s'il pouvait effectivement quitter la salle. Donc on le mettra absent pour la dernière délibération. Sur autre délibération, donc la 18e, régularisation du déficit de la régie du centre de loisirs. Donc Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est juste pour régulariser. Il y avait un déficit de 200 € qu'on traînait depuis quelques mois. Donc effectivement, on régularise avec cette délibération. Donc un avis favorable à l'unanimité de la commission des finances du 28 octobre 2022. Le conseil municipal, donc effectivement vous avez les différentes décisions, approuve la prise en charge sur le budget de la commune de la somme de 200 € et dit que la dépense correspondante sera imputée pour l'exercice 2022 au compte 6718 du chapitre 67 du budget principal. Voilà, il y avait eu un petit décalage et donc
ce déficit perdurait depuis quelque temps, autant régulariser la chose. Très bien. Avez-vous des remarques? Non. Très bien. Merci. Je crois que ce déficit correspond, je me demande s'il ne correspond pas lorsqu'il y avait eu le vol au centre de loisirs à l'époque. Il y avait eu ça date il y a au moins 6 ou 7 ans, effectivement. Il y avait eu un vol avec de l'argent qui avait été volé. Et donc, en fait, ça n'a jamais été régularisé. Voilà. Donc, maintenant, c'est chose faite. Donc, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, la 19e délibération, c'est la substitution d'acheteur et création d'une servitude de passage dans la cession de la parcelle AS 610. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, vu les articles du Code général des collectivités, donc considérant que la parcelle cadastrée section AS numéro 610 est enclavée au sein de la parcelle municipale cadastrée AS numéro 611, donc considérant la nécessité d'établir une servitude de passage gratuite vers le domaine public routier au droit de la parcelle cadastrée, donc AS 610, donc qui est en fond dominant, vers la parcelle municipale AS 611 qui est en fond servant, considérant le souhait de la SCI OCDOC immatriculée au RCS, donc 918 488 479, donc à La Rochelle, dont le siège est le 5 Sentier du Couvent, donc à Saint-Rogatien, et représenté par son gérant, donc le docteur Christophe Le Gallais, de se substituer à l'acheteur initial. Donc un avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances. L'objectif, c'est juste de permettre l'accéder, c'est-à-dire que vous avez un trottoir qui est municipal, et donc juste permettre d'accéder à sa propriété. Donc approuve la servitude de passage gratuite vers le domaine public routier au droit de parcelle cadastré, donc AS numéro 610 vers la passerelle municipale AS numéro 611, la substitution du docteur Christophe Le Gallais par la SCI OCDOC, et autorise monsieur le maire ou monsieur le sage, adjoint au maire, à signer tous les documents liés à cet acte. Voilà. Avez-vous une remarque particulière? Non, c'est simplement donc une régularisation pour un droit de passage. Voilà, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Merci de la tenue du Conseil. Nous avions 2 questions écrites par le groupe Aimer Vivre à Luçon. Tout d'abord, la première question, c'était de nous demander de faire un point sur la mise en sécurité de l'école du centre et l'avancée des travaux sur les préconisations votées lors du dernier Conseil municipal. Alors, sur l'école du centre, donc dans l'avancée des travaux, pour vous dire qu'aujourd'hui, donc dans la partie sanitaire de droite, moi je vois plutôt celle de gauche, moi, enfin bon, moi c'est le préau de gauche en fait, quand on regarde, c'est le préau de gauche. Dans le préau de gauche, donc il y a une intervention qui a été faite, vous savez, on avait cassé donc, sur tout le préau donc, de gauche. Le préau, les plaques donc, de protection d'isolant ont été enlevées dans les toilettes et également sous le préau. Dans les toilettes, on est allé un peu plus loin. On a carrément tout enlevé, même les plaques de plâtre, de façon à libérer vraiment toutes les toilettes, plus une petite partie du préau pour l'accès aux toilettes, aux sanitaires pour les enfants. Le reste de ce premier préau les plaques ont été enlevées, mais il n'a pas été jugé obligatoire d'enlever par contre le plafond plâtre, parce qu'il est très robuste, il tient bien, d'après donc l'entreprise qui a travaillé dessus, ce n'est pas une nécessité. Par contre, ce qui est fait aujourd'hui, donc dans les sanitaires et dans la partie où donc, tout le plafond plus le placo-plâtre a été enlevé, aujourd'hui il y a eu un confortement qui a été mis en place par des travaux donc, de jointure et un flocage sur toutes les parties donc, métalliques et puis sur toutes les parties transversales. Donc aujourd'hui, on considère qu'effectivement, au niveau des toilettes et de cette partie-là, on a vraiment résolu le problème de corrodité qu'il pourrait y avoir dans l'avenir, enfin, dans les mois qui viennent, si tant est qu'il faut des années avant qu'une corrodité se mette en place. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, le travail est réalisé donc, sur cette partie-là. Maintenant, donc,
Ce qu'il reste à faire donc, sur ce préau, parce que c'est ce premier préau qu'il faudrait libérer pour que les enfants quand même puissent y aller très rapidement en cas de pluie notamment, parce qu'il y a quand même le froid et la pluie, il nous faut absolument mettre en place un filet de protection, de façon à ce qu'il n'y ait pas, parce que comme je vous ai dit, on laisse quand même les briquettes en place, mais il peut y avoir un petit peu de... On ne sait jamais, une petite partie qui tombe. En mettant un filet de protection avec à maille très fine, on est certain qu'il n'y aura vraiment aucun risque. La difficulté qu'on a depuis plus de 15 jours, c'était de trouver un prestataire pour avoir des filets. Et moi, je remercie vraiment les services de la ville, parce que cet après-midi, en fait, on a trouvé donc une société qui est tout à fait encline à venir très rapidement. Donc j'ai signé un devis tout à l'heure à 17h, je t'en informe parce que c'est tout nouveau. Donc j'ai signé un devis tout à l'heure donc à 17h pour la mise en place d'un filet sous le premier préau et bien évidemment sur aussi ce qu'on appelle les acrotères qui sont purgés tous les ans donc par les services de la ville. Donc comme ça on va vraiment sécuriser tout le premier préau. Donc il y aura ce filet qui sera mis sur toute la partie donc, où cela nécessite. Maintenant dans les toilettes, puisqu'il y a eu ce flocage qui a été fait, il n'y aura pas nécessité à mettre un filet, ça ne sert à rien. Par contre, on le mettra bien évidemment sur l'autre partie du préau. Et puis la deuxième opération qui va se faire, mais là elle n'a pas pu être faite parce que Banilo n'avait pas eu le temps pendant les vacances malheureusement. J'ai demandé à ce que les deuxièmes sanitaires, donc ceux de droite, puissent être également rendus accessibles le plus vite possible, de façon à permettre aux enfants d'aller sur l'un ou l'autre sanitaire. Donc ces sanitaires-là vont être très prochainement libérés donc, effectivement du faux plafond. Donc on va démonter tout le faux plafond dans ces sanitaires et également sur la partie d'accessibilité aux sanitaires pour permettre aux enfants après d'aller tout naturellement dans ces sanitaires. Donc voilà ce qu'on fera dans les prochaines, là ça sera dans les prochaines semaines, parce que Balino il n'est pas disponible tout de suite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les travaux avancent. Les travaux donc, se font. La PAV donc, qui est prévue donc, pour intervenir tous les 3 mois, donc faire le contrôle visuel et mettre effectivement des testeurs s'il le faut. Donc aujourd'hui est tout à fait, je veux dire, rassuré par rapport aux travaux qui sont en cours. Donc là ils l'ont encore dit de vive voix. Donc il n'y a pas de problème majeur, on va dire, et particulier aujourd'hui sur cet établissement, en tout cas sur l'accessibilité donc pour les sanitaires, et on l'espère très très vite que les enfants pourront retrouver donc le préau pour pouvoir tout naturellement s'y rendre. Patientons encore un petit peu, je demande un petit peu encore de patience et d'effort au milieu éducatif et enseignant, bien évidemment, je sais que c'est pas facile, aujourd'hui il y a la pluie, il fait frais. Malheureusement, on en est encore là. Les travaux se font. On est dépendant surtout des entreprises, des matières premières aussi. Je prends le cas du filet. Si on pouvait aller beaucoup plus vite, on le ferait, mais on est contributaire, effectivement, donc des entreprises. Voilà ce qu'on peut dire sur aujourd'hui la sécurité de l'école du centre. Voilà. Oui ? J'avais 2 remarques. Il y en a une qui m'a échappé, mais elle va revenir pendant que je vais vous donner la première. J'ai pas retenu le filet serait posé quand exactement à peu près? Vous avez un... Le filet, j'ai signé le devis tout à l'heure. J'ai signé un devis cet après-midi à 17h. L'entreprise nous a dit que normalement, il devrait le faire dans le courant de la semaine prochaine. Mais moi, je ne veux pas assurer tant que... Non, j'avais pas entendu, c'est pour ça j'avais un doute sur la date. Non, alors l'entreprise, donc on a le filet, donc ils viennent avec, dans le devis donc, que j'ai signé, il y a la pose, il y a la mise en place, bien sûr, pose et mise en place du filet, avec 2 grues, des petites grues, enfin bon, voilà, avec des nacelles, ils appellent ça des nacelles, effectivement. Donc on l'espère la semaine prochaine. D'accord. Le devis, de combien à peu près la valeur? 5 000 €, pose et plus filet. Je suis assez surpris, je pensais que je m'attendais à une facture beaucoup plus grande. On est, quand je dis 5 000, hors taxe, ça fait 6 400, un truc comme ça, toutes taxes comprises. Voilà. D'accord. Sinon, il y a beaucoup de nuisances sonores entre hier et aujourd'hui. J'imagine que pendant les vacances scolaires, c'est toujours pareil, les élèves n'y étaient pas, mais bon, il faut aussi que maintenant les artisans soient disponibles, les prestataires. Voilà, donc, si ça pouvait se faire sans bruit, sans élèves, ça serait parfait, mais bon.
Alors je te promets que lundi, il y avait une nuisance sonore qui était vraiment très très forte. Bien sûr. Non, mais ils le disent eux-mêmes, les ouvriers. Ils préfèrent travailler quand il n'y a pas les enfants, surtout parce que pour faire le flocage, il faut vraiment enlever toutes les impuretés. Donc ils sont obligés d'y aller avec un marteau-piqueur. Donc ça fait du bruit. Et c'est vrai qu'ils interviennent principalement le mercredi, quoi. Et là, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que sur la deuxième partie, donc les toilettes de droite, celles qui seront faites, comme on va enlever le plafond dans sa totalité aussi, à un moment donné, il faudra le faire sur un temps. Je pense que là, par contre, ça se fera qu'aux vacances de Noël. Malheureusement, moi, je ne vois pas trop avant, quoi. Enfin, je ne veux pas être pessimiste, mais aujourd'hui, on n'est pas... Enfin, on est conditionné un petit peu par ça aussi. Ils peuvent travailler que le mercredi et éventuellement le samedi matin. Après, les entreprises, il faut les trouver pour travailler le week-end, quoi. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, gardons l'espoir, ça va se faire. J'espère très vite. Voilà pour la première question. La seconde, la mairie a-t-elle déposé un dossier de demande d'état de catastrophe naturelle concernant les problèmes de structure des habitations du Sonnès touchées par la sécheresse de l'été 2022? Donc, la demande concernant les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle, ce sont bien sûr les particuliers qui viennent le déposer en mairie, hein, donc ils les déposent en mairie. Au service des assurances de la ville, c'est voilà, donc l'agent qui est en charge des assurances qui réceptionne donc, les dossiers. Ensuite, ces dossiers sont transmis au cabinet interministériel de défense et de la protection civile auprès de la préfecture. Donc c'est la préfecture après qui diligente effectivement ces dossiers et c'est la décision donc, du ministère de l'Intérieur qui est rendue ensuite par arrêté qui est publié au journal officiel qui décide, qui décrète qu'effectivement eh bien, on est en état de catastrophe naturelle ou pas. Alors à ce jour, sur la ville de Luçon, je le rappelle, il y a eu 3 demandes qui ont été faites en 2017 et il y en a eu 2 de retenues. Et il y a 2 demandes qui ont été déposées cet été là, sur la ville de Luçon. Donc les 2 demandes ont été déposées. Elles ont été bien évidemment, comme toujours, transmises au service de l'État. Et maintenant, on attend le retour. Voilà ce qu'on peut dire sur les 2 demandes aujourd'hui sur la ville de Luçon. Voilà, on n'a pas d'autres demandes à ce jour. Voilà. Bien, je pense avoir répondu à vos interrogations. Oui. J'avais une question subsidiaire qui n'est pas une question piège. C'est par rapport à la gare routière, au déplacement de la gare routière. Donc là, vos travaux est en travaux. J'ai été beaucoup interpellé par rapport aux soucis de stationnement des cars. Il y a eu un accrochage d'ailleurs hier, si je ne me trompe pas. Ma question serait ou sera, qu'est-ce qu'il est prévu pour le transfert des jeunes élèves de la gare routière existante, ou en tout cas de leurs écoles, jusque là-bas? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait où ça va se trouver, c'est du côté des amis de la solidarité, c'est vraiment pas facile d'aller à pied. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des navettes, plusieurs navettes qui vont être mises en place? Est-ce que les jeunes vont y aller à pied? Est-ce qu'on va sécuriser un petit peu les voies pour leur permettre d'y aller à des heures un petit peu hors normes, entre guillemets, quoi? Juste pour information, donc effectivement c'est en place maintenant depuis lundi là. Alors je vais laisser la parole à Evelyne Thibault qui est conseillère régionale en charge donc de la mobilité, puis c'est elle qui a mené le dossier concernant effectivement le transport scolaire sur la ville de Luçon. On a eu un petit souci en début de semaine avec des élèves de Pétré, du lycée Pétré. Tout à l'heure j'étais avec le proviseur là, on était à une réception ensemble. Il m'a dit qu'effectivement, bon, maintenant c'est résolu. C'est vrai qu'il y a toujours une petite latence. Et puis c'est le seul inconvénient qu'on ait eu, c'est le transport de 8 élèves du lycée. Mais je laisse Evelyne prendre la parole. Donc en effet, oui, voilà, lundi commençait la nouvelle formule où la gare routière est déplacée. Alors le nom de la rue, je n'ai pas retenu, mais en fait c'est rue Jean Liver, voilà. Et en fait, les enfants ne vont pas à pied là-bas. En fait, il y a des navettes qui les prennent au niveau des différents établissements pour les emmener à la gare routière, où là, il y a les transferts sur les bus de leur ligne, en fait. Donc les enfants n'ont pas à aller là-bas à pied. C'est pas possible, en plus, ça fait loin. Il faut traverser la ligne de chemin de fer. Donc ça, c'est prévu comme ça. Il y a des navettes dans les différents établissements. Alors, il est vrai qu'hier soir, moi, je suis allée parce que c'était le premier soir. C'était un peu cafouillage parce que c'était le premier soir à la fois pour les élèves et pour les chauffeurs. Pour autant, tout est rentré dans l'ordre. Donc, à part, 8 élèves lundi matin qui étaient habitués à aller prendre le car à la gare routière rue Travaux.
Et en fait, ont été surpris parce que sur les 1300 enfants qui sont gérés par la région sur les abonnements, il y en a 8 qui ont été oubliés parce qu'ils partaient de Luçon. Parce que la plupart des transferts, c'est des élèves qui sont en périphérie de Luçon et qui viennent à Luçon. Et là, il s'avère que c'était des élèves de Luçon qui sortaient de Luçon. Et ceux-là, ils ont été oubliés, en fait. Donc, en cherchant, en approfondissant avec le technicien de la région, en lui disant, mais voilà, c'est des élèves de Pétré, il faut affiner ceux qui partent de Luçon. Ils ont dit, ah bah oui, en fait, on s'est rendu compte que là, ceux-là, ils avaient été oubliés. Donc, ça a été corrigé et ils ont été redirigés sur Pétré. Mais voilà, de toute façon, sur 1300, qu'il y ait quelques erreurs, ça peut être tolérable. Alors, évidemment que pour ceux qui sont concernés, c'est du 100%, mais c'est bien d'avoir un petit peu d'indulgence, en fait. Est-ce que ça répond à tes interrogations, Arnaud? Oui, il n'y a pas de souci. Mon inquiétude, ou notre inquiétude en tout cas, c'est il y a toujours des élèves qui vont y aller à pied parce qu'ils vont louper la navette, ils finissent plus tôt, ils finissent plus tard. C'est vraiment une zone vraiment excentrée, quoi, la rue d'Enchant-l'Hiver. Tout est contestable, on est d'accord, Arnaud? Je conteste, plus pas. Tard, ça c'était avant, c'était pareil, les horaires qui finissent plutôt plus tard. Les parents, tous les parents ont eu l'information que c'était une nouvelle organisation, qu'ils n'avaient pas à se rendre à pied là-bas, parce que ça fait beaucoup plus loin, et qu'il y a des navettes qui sont organisées. Donc après, s'il y a des petits plaisantins qui veulent y aller, mais tout est organisé pour qu'ils n'aient pas à y aller à pied. Donc en fait, si vous voulez, après, vous avez été jeune, on peut vouloir, voilà. Mais ça, après, on n'a pas la maîtrise de tout. Hein. Mais tout est organisé pour ne pas y aller à pied, puisqu'il existe des navettes. Je vous accorde qu'hier soir, ça a cafouillé un peu. Ce soir, là, j'ai eu Olivier Blot, qui est le technicien de la région, qui est venu ce soir lui voir, et qui m'a dit, soyez rassurés, Mme Thibault, voilà, c'est beaucoup mieux ce soir. Voilà, hier soir, c'était le coup d'essai. Hein. Voilà. Très bien, merci. Écoutez, alors le prochain conseil municipal sera donc le 20 décembre, ce sera le dernier de l'année. Donc merci de prendre date par avance. Merci à vous, bonne fin de soirée et à très bientôt.